Charte des Nations Unies, version intégrale, dit par Émile Berlerme, en décembre 2023. La vérité est un bien public, donc un service public. Paix, dignité et égalité sur une planète saine. Charte des Nations Unies, version intégrale. Note liminaire. Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l'Assemblée générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à l'article 61 a été adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l'article 109, adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968. L'amendement à l'article 23 porte de 11 à 15 le nombre des membres du Conseil de sécurité. L'amendement à l'article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 membres, précédemment 7, et que ces décisions sur toute autre question sont prises par un vote affirmatif de 9 de ces membres, précédemment 7, dans lequel sont comprises les voix des 5 membres permanents du Conseil. L'amendement à l'article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de 18 à 27 le nombre des membres du Conseil économique et social. L'amendement suivant à cet article, qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de 27 à 54 le nombre des membres du Conseil. L'amendement à l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une conférence générale des membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la Charte, pourra être réunie aux lieux et dates qui seront fixés par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des 2/3 et par un vote de 9, précédemment 7, quelconque des membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de l'article 109, au terme duquel l'Assemblée générale devait, à sa 10e session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une conférence de révision de la Charte, a été maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose, par un vote de 7 quelconque des membres du Conseil de sécurité, l'Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce paragraphe à la 10e session ordinaire de l'Assemblée en 1955. Préambule. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. À créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Et à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. Chapitre 1. Buts et principes. Article 1. Les buts des Nations Unies sont les suivants. 1. Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde. 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2. L'Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants. 1. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. 2. Les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membres, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées au terme de la présente charte. 3. Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale, ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les membres de l'organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle, conformément aux dispositions de la présente charte, et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6. L'organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale. 7. Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la présente charte. Toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre 7. Chapitre 2. Membres. Article 3. Sont membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco, ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies en date du 1er janvier 1942, signent la présente charte et la ratifient conformément à l'article 110. Article 4. 1. Peuvent devenir membres des Nations Unies tout autre État pacifique qui acceptent les obligations de la présente charte et, au jugement de l'organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. 2. L'admission comme membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Article 5. Un membre de l'organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité. Article 6. Si un membre de l'organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente charte, il peut être exclu de l'organisation par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Chapitre 3. Organes. Article 7. 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de justice et un secrétariat. 2. Les organes subsidiaires, qui se révéleraient nécessaires, pourront être créés conformément à la présente charte. Article 8.
Aucune restriction ne sera imposée par l'organisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. Chapitre 4. Assemblée générale. Composition. Article 9. 1. L'Assemblée générale se compose de tous les membres des Nations unies. 2. Chaque membre a 5 représentants au plus à l'Assemblée générale. Fonctions et pouvoirs. Article 10. L'Assemblée générale peut discuter toute question ou affaire rentrant dans le cadre de la présente charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente charte et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité. Article 11. 1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux membres de l'organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux membres de l'organisation et au Conseil de sécurité. 2. L'Assemblée générale peut discuter toute question se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, dont elle aura été saisie par l'une quelconque des membres des Nations unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n'est pas membre de l'organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 et, sous réserve de l'article 12, faire sur toute question de ce genre des recommandations, soit à l'État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale avant ou après discussion. 3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationale. 4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10. Article 12. 1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. 2. Le secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale dont s'occupe le Conseil de sécurité. Il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les membres de l'organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper des dites affaires. Article 13. 1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de petit a. Développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification. Petit b. Développer la coopération internationale dans les domaines économiques, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1 b ci-dessus, sont énoncées au chapitre 9 et 10. Article 14. Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général, ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations unies. Article 15. 1. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité. Ces rapports comprennent un compte-rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises
pour maintenir la paix et la sécurité internationale. 2. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'organisation. Article 16. L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des chapitres 12 et 13. Entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques. Article 17. 1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'organisation. 2. Les dépenses de l'organisation sont supportées par les membres selon la répartition fixée par l'Assemblée générale. 3. L'Assemblée générale examine et approuve tout arrangement financier et budgétaire passé avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs des dites institutions en vue de leur adresser des recommandations. Vote. Article 18. 1. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix. 2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1c de l'article 86, l'admission de nouveaux membres dans l'organisation, la suspension des droits et privilèges de membres, l'exclusion de membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. 3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des 2/3, sont prises à la majorité des membres présents et votants. Article 19. Un membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les 2 années complètes écoulées. L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Procédure. Article 20. L'Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des membres des Nations Unies. Article 21. L'Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son président pour chaque session. Article 22. L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Chapitre 5. Conseil de sécurité. Composition. Article 23. 1. Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres de l'organisation. La République de Chine, la France, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. 10 autres membres de l'organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale, qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationale et aux autres fins de l'organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable. 2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de 2 ans. Lors de la première élection des membres non permanents, après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de 11 à 15, 2 des 4 membres supplémentaires seront élus pour une période d'1 an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. 3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs. Article 24. 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs
que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. 2. Dans l'accomplissement de ses devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis au chapitre 6, 7, 8 et 12. 3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale. Article 25. Les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente charte. Article 26. Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationale, en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l'assistance du comité d'état-major prévu à l'article 47, d'élaborer des plans qui seront soumis aux membres de l'organisation en vue d'établir un système de réglementation des armements. Vote. Article 27. 1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix. 2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 membres. 3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toute autre question sont prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres, dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises au terme du chapitre 6 et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter. Procédure. Article 28. 1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'organisation. 2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné. 3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le siège de l'organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche. Article 29. Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Article 30. Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son président. Article 31. Tout membre de l'organisation qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce membre sont particulièrement affectés. Article 32. Tout membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ou tout État qui n'est pas membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu'il estime justes de mettre à la participation d'un État qui n'est pas membre de l'organisation. Chapitre 6. Règlement pacifique des différends. Article 33. 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leurs différends par de tels moyens. Article 34. Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend, ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 35. 1. Tout membre de l'organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature
visés dans l'article 34. 2. Un État qui n'est pas membre de l'organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente charte. 3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention, en vertu du présent article, sont soumis aux dispositions des articles 11 et 12. Article 36. 1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées. 2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toute procédure déjà adoptée par les parties pour le règlement de ce différend. 3. En faisant les recommandations prévues au présent article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de justice, conformément aux dispositions du statut de la Cour. Article 37. 1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués au dit article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. 2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander tel terme de règlement qu'il juge approprié. Article 38. Sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celle-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend. Chapitre 7. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. Article 39. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Article 40. Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'ils jugent nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance. Article 41. Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ces décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Article 42. Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies. Article 43. 1. Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationale. 2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir. 3.
l'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible sur l'initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des membres de l'organisation, ou entre le Conseil de sécurité et les groupes de membres de l'organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives. Article 44. Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'article 43, convier ledit membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce membre. Article 45. Afin de permettre à l'organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale, dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée. Article 46. Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état-major. Article 47. 1. Il est établi un comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationale, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. 2. Le comité d'état-major se compose des chefs d'état-major, des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche. 3. Le comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement. 4. Des sous-comités régionaux du comité d'état-major peuvent être établis par lui, avec l'autorisation du Conseil de sécurité, et après consultation des organismes régionaux appropriés. Article 48. 1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale sont prises par tous les membres des Nations Unies, ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. 2. Ces décisions sont exécutées par les membres des Nations Unies, directement et grâce à leur action, dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. Article 49. Les membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité. Article 50. Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés. Article 51. Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Chapitre 8. Accords régionaux. Article 52. 1. Aucune disposition de la présente charte
ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 2. Les membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen des dits accords ou organismes, les différends d'ordre local avant de les soumettre au Conseil de sécurité. 3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité. 4. Le présent article n'affecte en rien l'application des articles 34 et 35. Article 53. 1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité, sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent article, prévue en application de l'article 107, ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel État. 2. Le terme État ennemi, employé au paragraphe 1 du présent article, s'applique à tout État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente charte. Article 54. Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action, entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Chapitre 9. Coopération économique et sociale internationale. Article 55. En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales, fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et les Nations Unies favoriseront, petit a, le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social. Petit b, la solution des problèmes internationaux dans les domaines économiques, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation. Petit c, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56. Les membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation. Article 57. 1. Les diverses institutions spécialisées, créées par accords intergouvernementaux et pourvues, au terme de leur statut, d'attribution internationale étendue dans les domaines économiques, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliés à l'organisation conformément aux dispositions de l'article 63. 2. Les institutions ainsi reliées à l'organisation sont désignées ci-après par l'expression institutions spécialisées. Article 58. L'organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées. Article 59. L'organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toute nouvelle institution spécialisée nécessaire pour atteindre les buts énoncés à l'article 55. Article 60. L'Assemblée générale est, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués au terme du chapitre 10,
sont chargés de remplir les fonctions de l'organisation énoncées au présent chapitre. Chapitre 10. Conseil économique et social. Composition. Article 61. 1. Le Conseil économique et social se compose de 54 membres de l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, 18 membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de 3 ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique et social aura été porté de 27 à 54, 27 membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des 9 membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de 9 de ces 27 membres supplémentaires expirera au bout d'1 an et celui de 9 autres au bout de 2 ans, selon les dispositions prises par l'Assemblée générale. 4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs. Article 62. 1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales, dans les domaines économiques, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux membres de l'organisation et aux institutions spécialisées intéressées. 2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. 3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale. 4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence. Article 63. 1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. 2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux membres des Nations unies. Article 64. 1. Le Conseil économique et social peut prendre toute mesure utile pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre avec les membres de l'organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil. 2. Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports. Article 65. Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l'assister si celui-ci le demande. Article 66. 1. Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations de l'Assemblée générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence. 2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient demandés par des membres de l'organisation ou par des institutions spécialisées. 3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la présente charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée générale. Vote. Article 67. 1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix. 2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants. Procédure. Article 68. Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme, ainsi que toute autre commission nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Article 69. Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l'organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations. Article 70. Le Conseil économique et social peut prendre toute disposition
pour que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées. Article 71. Le Conseil économique et social peut prendre toute disposition utile pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du membre intéressé de l'organisation. Article 72. 1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur dans lequel il fixe le mode de désignation de son président. 2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement. Celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres. Chapitre 11. Déclaration relative aux territoires non autonomes. Article 73. Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité dans le cadre du système de paix et de sécurité internationale établi par la présente charte et, à cette fin, petit a, d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus. Petit b, de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations, et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations, et à leur degré variable de développement. Petit c, d'affermir la paix et la sécurité internationale. Petit d, de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article. Petit e, de communiquer régulièrement au secrétaire général, à titre d'information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considération d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les chapitres 12 et 13. Article 74. Les membres de l'organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s'applique le présent chapitre que dans leur territoire métropolitain, sur le principe général du bon voisinage, dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde. Chapitre 12. Régime international de tutelle. Article 75. L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l'expression « territoire sous tutelle ». Article 76. Conformément au but des Nations Unies, énoncé à l'article 1 de la présente charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes. Petit a, affermir la paix et la sécurité internationale. Petit b, favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle, ainsi que le développement de leur instruction. Favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes, ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées, et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle.
Petit c. Encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde. Petit d. Assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les membres de l'organisation et à leurs ressortissants. Assurer de même à ces derniers l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 80. Article 77. 1. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de tutelle. Petit a. Territoires actuellement sous mandat. Petit b. Territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis par suite de la Seconde Guerre mondiale. Petit c. Territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration. 2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle et dans quelles conditions. Article 78. Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus membres des Nations Unies. Les relations entre celles-ci devront être fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine. Article 79. Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l'objet d'un accord entre les États directement intéressés, y compris la puissance mandataire dans le cas des territoires sous mandat d'un membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux articles 83 et 85. Article 80. 1. À l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux articles 77, 79 et 81, et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement, en aucune manière, les droits quelconques d'aucun État ou d'aucun peuple, ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur, auxquels des membres de l'organisation peuvent être parties. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'article 77. Article 81. L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et désigne l'autorité qui en assurera l'administration. Cette autorité, désignée ci-après par l'expression « autorité chargée de l'administration », peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l'organisation elle-même. Article 82. Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l'article 43. Article 83. 1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l'organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle, ainsi que de la modification ou de l'amendement éventuel de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité. 2. Les fins essentielles énoncées à l'article 76 valent pour la population de chacune des zones stratégiques. 3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumées par l'organisation au titre du régime de tutelle en matière politique, économique et sociale, et en matière d'instruction dans les zones stratégiques. Article 84. L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationale. À cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires,
les facilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle. Article 85. 1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l'organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leurs modifications ou amendements, sont exercées par l'Assemblée générale. 2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ses tâches. Chapitre 13. Conseil de tutelle. Composition. Article 86. 1. Le Conseil de tutelle se compose des membres suivants des Nations Unies. Petit a. Les membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle. Petit b. Ceux des membres désignés nommément à l'article 23 qui n'administrent pas de territoire sous tutelle. Petit c. Autant d'autres membres élus pour 3 ans par l'Assemblée générale qu'il sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas. 2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil. Fonctions et pouvoirs. Article 87. L'Assemblée générale est sous son autorité. Le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent petit a. Examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'administration. Petit b. Recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec la dite autorité. Petit c. Faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par la dite autorité, à des dates convenues avec elle. Petit d. Prendre ses dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de tutelle. Article 88. Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politiques, économiques et social, et dans celui de l'instruction. L'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l'Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité. Vote. Article 89. 1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix. 2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants. Procédure. Article 90. 1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur dans lequel il fixe le mode de désignation de son président. 2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement. Celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres. Article 91. Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil économique et social et à celle des institutions spécialisées pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives. Chapitre 14. Cour internationale de justice. Article 92. La Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut établi sur la base du statut de la Cour permanente de justice internationale et annexé à la présente charte dont il fait partie intégrante. Article 93. 1. Tous les membres des Nations Unies sont ipso facto partis au statut de la Cour internationale de justice. 2. Les conditions dans lesquelles les États, qui ne sont pas membres de l'organisation, peuvent devenir parties au statut de la Cour internationale de justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Article 94. 1. Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité, et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Article 95. Aucune disposition de la présente charte n'empêche les membres de l'organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir. Article 96. Petit a. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique. Petit b. Tous autres organes de l'organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet, ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. Chapitre 15. Le secrétariat. Article 97. Le secrétariat comprend un secrétaire général et le personnel que peut exiger l'organisation. Le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'organisation. Article 98. Le secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toute autre fonction dont il est chargé par ses organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation. Article 99. Le secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 100. 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'organisation. 2. Chaque membre de l'organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches. Article 101. 1. Le personnel est nommé par le secrétaire général, conformément aux règles fixées par l'Assemblée générale. 2. Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, à d'autres organes de l'organisation. Ce personnel fait partie du secrétariat. 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétences et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Chapitre 16. Dispositions diverses. Article 102. 1. Tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente charte sera, le plus tôt possible, enregistré au secrétariat et publié par lui. 2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'organisation. Article 103. En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. Article 104. L'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Article 105. 1. L'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. 2. Les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'organisation. 3. L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article
ou proposer aux membres des Nations Unies des conventions à cet effet. Chapitre 17. Dispositions transitoires de sécurité. Article 106. En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l'article 43, qui, de l'avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant en application de l'article 42, les parties à la déclaration des 4 nations, signée à Moscou le 30 octobre 1943, et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres membres de l'organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette déclaration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Article 107. Aucune disposition de la présente charte n'affecte ou n'interdit vis-à-vis d'un État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente charte, une action entreprise ou autorisée comme suite de cette guerre par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action. Chapitre 18. Amendements. Article 108. Les amendements à la présente charte entreront en vigueur pour tous les membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les 2/3 des membres de l'organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Article 109. 1. Une conférence générale des membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la présente charte, pourra être réunie aux lieux et dates qui seront fixés par un vote de l'Assemblée générale, à la majorité des 2/3 et par un vote de 9 quelconque des membres du Conseil de sécurité. Chaque membre de l'organisation disposera d'une voix à la conférence. 2. Toute modification à la présente charte, recommandée par la conférence à la majorité des 2/3, prendra effet lorsqu'elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les 2/3 des membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité. 3. Si cette conférence n'a pas été réunie avant la 10e session annuelle de l'Assemblée générale, qui suivra l'entrée en vigueur de la présente charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s'il en est ainsi décidé, par un vote de la majorité de l'Assemblée générale et par un vote de 7 quelconque des membres du Conseil de sécurité. Chapitre 19. Ratification et signature. Article 110. 1. La présente charte sera ratifiée par les États signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les ratifications seront déposées auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les États signataires, ainsi qu'au secrétaire général de l'organisation, lorsque celui-ci aura été nommé. 3. La présente charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de Chine, la France, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique et par la majorité des autres États signataires. Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en communiquera copie à tous les États signataires. 4. Les États signataires de la présente charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur deviendront membres originaires des Nations Unies, à la date du dépôt de leur ratification respective. Article 111. La présente charte, dont les textes chinois, français, russes, anglais et espagnols feront également foi, sera déposée dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui au gouvernement des autres États signataires. En foi de quoi, les représentants des gouvernements des Nations Unies ont signé la présente charte, fait à San Francisco le 26 juin 1945. Fin, dit par Émile Berlerme.